Reprise de la lecture du livre La résurrection et la vie éternelle sont maintenant devenues réalité à partir de la page 171, petit paragraphe 4. Cas concret de sauvetage des hommes par la prévention des accidents et pronostic préventif des événements politiques, économiques et sociaux. Dans ce paragraphe, je commencerai par certains cas concrets du sauvetage des gens par la prévention des accidents. Les références sont tirées de mon œuvre, Pratique du pilotage, chemin du salut. Les exemples cités concernent la prévention des accidents dans toutes sortes de contextes, sous terre, sur terre, dans l'air et dans l'espace cosmique. Petit 1. L'expérimentation vise à définir la possibilité de localisation sensitive des accidents dans une mine, le nombre de victimes et leur emplacement, selon l'annexe C. La commission d'experts indépendants a mis à ma disposition seulement le schéma de ventilation de la mine. On ne m'a pas fourni les cartes du terrain. Le schéma de ventilation est une feuille de papier avec des lignes sans relation avec le terrain concret. En outre, selon les conditions de l'expérimentation, les membres de la commission ne m'ont pas remis les questions à l'avance. Personne ne savait quel schéma de ventilation j'allais recevoir. Après avoir pris connaissance de la tâche, j'ai défini en une seconde l'endroit de l'incendie. J'ai localisé 2 victimes dans la galerie de ventilation ainsi que l'endroit où la ventilation avait été endommagée. L'expérimentation a montré qu'on peut diagnostiquer correctement la situation dans la mine, presque immédiatement par des moyens sensitifs seulement à partir de son schéma. Par conséquent, l'expérimentation a confirmé que tout objet d'information, par exemple le schéma de ventilation, porte en lui l'information sur tout. L'exemple du diagnostic dans la mine n'est qu'un des exemples concrets. En règle générale, le diagnostic de tout objet permet de déterminer la cause de l'accident possible, de la localiser et par cela de le prévenir. Cela permet d'éviter la mort d'êtres humains et cela signifie leur résurrection et donne un bon exemple du contrôle des événements, notamment dans ce cas, du changement de l'avenir dans le sens positif. La situation était la même quand nous avons examiné les cas de la guérison des maladies mortelles. L'impulsion de la résurrection concerne par son essence spirituelle tous les cas de la vie. Elle apporte le salut partout. Initialement, son salut spirituel est propre à tous. C'est le statut de l'union universelle et comme initialement ce statut est propre à tous, chacun de nous a la capacité de ressusciter et de contribuer au salut global. C'est la base de ma religion. Petit 2. Prévention des accidents de voiture, cas décrit par Sergueï Kouzionov, annexe C. Sergueï a fait ma connaissance le 3 janvier 1995 à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan. À cette époque, il se posait la question si l'avenir était uniforme ou si on pouvait le changer. Nous savons déjà que le changement est possible et qu'il doit être la pratique quotidienne de chacun. Chaque personne doit être l'ouvrier de sa fortune, de son avenir heureux. Ce livre a été écrit pour que chacun de nous puisse être heureux. En répondant à la question de Sergueï, j'ai dit que j'avais déjà changé son avenir. Au cours de notre conversation, et c'était vrai, j'avais vu que la voiture qu'il utilisait appartenait à son père et qu'elle était défectueuse. Cela pouvait mener à la tragédie. Certes, j'ai voulu que la voiture fût réparée et que Sergueï ait compris cette nécessité et que tout s'arrangea pour lui. Alors, quand le lendemain Sergueï sortit du garage, j'ai dématérialisé les cannelures là où l'arbre de direction est lié à l'arbre du réducteur à vis sans fin et j'ai aussi dématérialisé en partie le boulon à cet endroit. Sergueï a tout de suite compris qu'il ne pouvait pas sortir du garage parce qu'il ne pouvait pas tourner les roues
en tournant le volant. Il s'est arrêté immédiatement. Plus tard, rendu au garage, la voiture a été réparée. Le garagiste a aussi trouvé que le boulon de sécurité avait été coupé selon 2 plans, ce qui n'arrive jamais et qui est totalement impossible. Pourtant, c'est ce que j'ai fait pour assurer la sécurité de Sergueï. J'ai choisi ce type de réponse à la question de Sergueï, car à ce moment, il avait déjà consacré 16 ans de sa vie à l'étude des phénomènes anormaux. Il étudiait des problèmes de parapsychologie, de poltergeist et d'ovni. Il était membre de la commission d'étude des phénomènes anormaux auprès de l'Association géographique de l'Académie des sciences de Russie. Il a travaillé à New York dans un centre d'étude des phénomènes paranormaux et de traitement des traumatismes d'origine anormale. C'est pourquoi lui, en tant que spécialiste, voulait aborder plusieurs choses dans la réponse pratique à sa question. Le changement de l'avenir. Changement d'importance vitale pour lui, la pratique de la maîtrise des événements à distance, les changements substantiels dans sa voiture au moment où lui et les autres étaient en sécurité, et enfin le moyen par lequel on l'a forcé à s'occuper finalement de sa voiture, ceci accompagné de l'utilisation de la dématérialisation de certaines pièces. Plus tard, Sergueï a raconté ce qui s'était passé sur une cassette vidéo pour l'ONU. Mon œuvre, en 3 volumes, parle des cas de correction énergétique, de différents mécanismes et systèmes de la voiture, de changement d'état des matériaux et d'autres choses. Les cas concrets sont cités par des particuliers et par des organisations. Prévention des accidents d'avion. Annexe C. Il s'agit de mon travail pratique visant à prévenir des accidents d'avion. Ce travail consistait à vérifier la possibilité de diagnostic extrasensoriel d'un avion. Les organisateurs des essais se posaient comme tâche de comprendre si on pouvait vraiment de façon efficace pronostiquer l'apparition des défectuosités, les écarts dans les conditions techniques d'exploitation et les pannes totales des systèmes. Le travail s'effectuait en Ouzbékistan sur la base d'un accord avec la direction de l'aéronautique civile d'Ouzbékistan. J'ai fait des diagnostics visuellement à une distance de 100 à 200 mètres des avions. Dans l'annexe C, on peut trouver la liste des pronostics que j'ai faits pour divers avions. Ici, je prends le dernier exemple, le pronostic pour l'avion Ilyushin 62, numéro de bord 86704. J'ai prédit des anomalies dans le moteur numéro 3. Plus concrètement, une défaillance de la structure interne de la chambre de combustion du moteur numéro 3. 10 jours plus tard, on a trouvé des brûlures du groupe de buse à cet endroit et le moteur a été mis hors service. Le défaut a été découvert à temps car cet endroit a été sous test spécial après mon pronostic. Selon les experts, si le moteur n'était pas mis hors service, le clivage des ailetages aurait eu lieu durant le vol et la paroi de l'avion aurait été percée. La dépressurisation aurait suivi et il aurait mené à une catastrophe. Par conséquent, grâce à un pronostic correct, on a pu éviter un accident et sauver des vies. L'exactitude du pronostic dans ce cas, comme dans tous les autres, était de 100%. Dans le premier volume de mon œuvre, Pratique du pilotage, chemin du salut, je cite plus de 400 cas concrets confirmés à 100%. À première vue, il peut sembler que le texte ne cite que des cas isolés où on a réussi vraiment à éviter des pertes humaines grâce à la technique sensitive. En réalité, la question est beaucoup plus profonde et il faut analyser les faits cités d'un point de vue plus général. Les diagnostics et les prévisions sont des éléments du contrôle des événements.
Un bon diagnostic pris en compte assure la sécurité des êtres humains. Les exemples cités montrent qu'on peut débarrasser notre vie des accidents tragiques que personne ne veut. On peut le faire sur la base de la science, de la vraie science. Excusez-moi. L'exemple d'une telle science est donné par les principes de la résurrection exposés dans ce livre. Les principes de la résurrection permettent de créer la société qui pourra se développer de façon créatrice sur la base de la vraie connaissance et à l'aide des principes de contrôle. Prenons le cas suivant. Cette fois, on m'a proposé de diagnostiquer 2 avions Antonov 12 de manière extrasensorielle. D'après les conditions de l'expérimentation, je devais le faire à une distance de 20 à 25 mètres en 2 à 3 secondes au maximum. Dans le premier avion, j'ai détecté la corrosion sur le couple 62. Dans le deuxième, des fissures sur des plans de l'aile gauche et de l'aile droite. Quelques jours plus tard, ces pronostics ont été confirmés par l'examen à l'aide d'appareils. On ne pouvait pas voir les défauts à l'œil nu. Ainsi, on a prouvé notamment qu'il est possible de voir la structure intérieure des matériaux. À la suite de ce pronostic, on a découvert des défectuosités qui pouvaient plus tard mener à une catastrophe. En éliminant ces défectuosités, on a pu sauver des vies. Ceci a prouvé encore une fois qu'on peut contrôler des événements en trouvant des défectuosités techniques et en les éliminant. Le premier volume cite également des preuves pratiques de la possibilité de diagnostiquer les machines avec 100% d'exactitude à partir des schémas et des numéros de bord, ceci à n'importe quelle distance de l'objet. Examinons le troisième cas. Il s'agit des vols d'essai de l'avion Tupolev 144. Les vols ont été effectués par un pilote d'essai mondialement connu, Boris Verhemé. Sa femme, Nina Verhemé, a vu une émission de télévision où il était dit que j'avais la capacité de diagnostiquer les avions. Alors elle m'a demandé de faire le diagnostic de l'avion que son mari devait piloter. J'ai accepté et j'ai enregistré sur un dictaphone mes données, énumérant les défauts possibles et en faisant des recommandations au pilote. Nina a immédiatement transmis la cassette à son mari. Mes pronostics se sont révélés vrais. Le plus important était l'information sur le fonctionnement de l'indicateur de l'angle de tangage. C'est un appareil qui montre l'angle d'inclination de l'avion. Il était très important de savoir si l'appareil montre l'inclination qu'elle était en réalité. Mon information a permis de sauver les vies de l'équipage et l'avion. Si les pilotes n'avaient pas eu de données sur cet appareil, l'avion aurait touché terre sur l'empennage et aurait été détruit. J'ai aussi recommandé d'augmenter la vitesse par rapport aux instructions précédentes. J'aimerais bien mettre en valeur la maîtrise du pilotage de Boris Verhemé. Ce n'est pas par hasard qu'il est connu partout dans le monde. Son immense expérience a été combinée à l'information que j'ai donnée, ce qui a créé un système plus puissant de contact entre l'homme et la machine. Un tel système est davantage capable de sauver et d'améliorer les machines en cours d'essai. L'expérience, la maîtrise, l'intuition acquise par l'homme démontrent qu'il s'approche de la possibilité de contrôler les événements. Par ce livre, je propose de donner une base scientifique à ce processus. Passons maintenant aux méthodes de la prévision prémonitoire. L'élément du salut se trouve dans ces prévisions sous la forme d'informations prémonitoires et de la possibilité directe d'entreprendre des actions concrètes de prévention. Les préventions politiques, économiques et sociales sont liées à l'activité de nombreuses personnes ainsi que des organisations, associations et autres structures.
C'est pourquoi une telle prévision a des particularités. Par exemple, si on donne un nom concret ou une date précise dans une prévision politique, cela peut mener au déplacement de l'information relative à la prévision. Cependant, en cas de besoin, on peut mentionner des dates et des circonstances concrètes qui permettent de définir des personnes physiques. Comme exemple, je peux citer ma prévision concernant le développement du processus des élections présidentielles de Russie en 2000, prévision qui a été confirmée. Dans la pratique des prévisions économiques et sociales, il est souvent nécessaire de transformer l'information dans le sens favorable à tous. La plus importante est l'information des personnes quant à leur avenir, laquelle est contenue dans la conscience collective. En présence d'une information négative, il faut la modifier en faisant une prévision. Par exemple, à la fin de 1999, il y avait beaucoup d'informations sur la fin possible du monde. Alors, en juillet 1999, en préparant la prévision sur le développement ultérieur des événements, j'ai transformé l'information sur la fin possible du monde en information sur l'absence de la catastrophe globale et sur le développement positif et harmonieux. La fin du monde est annulée. Tel était le titre d'un article qui présentait ma prévision. Je pense que chaque prévision doit être un acte de gestion qui forme le développement créateur des événements. Plusieurs exemples de tels pronostics sont présentés dans l'annexe C. Petit 5. Cas concret de phénomènes de matérialisation et de dématérialisation. Maintenant, nous allons examiner en détail quelques exemples de matérialisation et de dématérialisation. En fait, nous analysons ces phénomènes dans tout le live. La résurrection représente un des meilleurs exemples de la matérialisation. Du point de vue du corps physique, de sa présence ou de son absence, on peut considérer ceux qui sont partis comme des êtres passés par le processus de dématérialisation. À l'aide du processus contraire, la matérialisation, on peut les faire revenir dans notre monde. Le corps physique de l'homme est matérialisé par l'âme. La même chose se passe au cours de la matérialisation de tout objet. Vous créez cet objet par votre âme. Rappelons-nous le principe 2.1. L'homme est une substance éternelle par le principe même de sa création. C'est pourquoi la résurrection se base sur la découverte de l'éternel. Fin de la lecture, page 177. Et donc je rajoute sur la découverte de l'éternel dans l'homme. L'information sur l'éternité de n'importe quel objet assure la possibilité de sa matérialisation. Quant au cas concret de matérialisation et de dématérialisation, commençons par le témoignage de Svetlana Gouskov, observatrice du journal Megapolis Cantinet, annexe D. Svetlana s'intéressait au phénomène de la matérialisation et voulait écrire un article sur ce thème comportant un exemple concret. C'est pourquoi, au cours de notre conversation le 22 septembre 1994, elle m'a proposé de matérialiser certains objets dans son appartement. Je n'ai jamais visité la maison de Svetlana. Elle ne m'a pas indiqué son adresse afin que l'expérimentation fût bien organisée comme elle l'a dit. J'ai respecté la demande de Svetlana. 8 jours plus tard, elle a trouvé dans son hall d'entrée 2 objets qui n'étaient pas présents auparavant. Personne d'autre n'était entré dans l'appartement pendant cette période. Le fait de la matérialisation a été confirmé. La composition des éléments était telle qu'on ne pouvait pas les créer par des méthodes physiques. En menant de telles expérimentations, il est très important que la personne sache d'avance qu'une matérialisation aura lieu
et qui la réalisera. Ceci est nécessaire pour éviter le stress éventuel. Si la personne est au courant à l'avance, ses cellules ne changeront pas quand elle verra le résultat de la matérialisation. Cas suivant. Matérialisation d'une clé, référence à Tatiana Babaeva, annexe D. Tatiana était dans le même hôtel que moi. Un jour, elle a perdu la clé de sa chambre. Elle a cherché dans ses poches et dans son sac sans rien y trouver. Elle a vidé complètement son sac pour être sûre. Toujours rien, pas de clé. Elle a été très chagrinée parce qu'elle devait entrer dans sa chambre sur le champ. Elle voulait s'adresser au gérant. J'étais dans le hall de l'hôtel et j'ai décidé d'intervenir pour aider Tatiana. J'ai donc matérialisé la clé dans son sac. Puis je lui ai conseillé de vérifier encore une fois et elle a été très surprise de trouver la clé dans son sac. Tatiana a bien compris que c'était grâce à moi. La perte des clés est une chose qui arrive tout le temps. Il est difficile de trouver quelqu'un qui n'aurait jamais eu ce problème. Pourtant, les cas suivants parlent de la matérialisation des clés pour une expérimentation. Les deux premiers cas sont présentés dans le témoignage d'Ekaterina Livado. La première fois, l'expérimentation visait à dématérialiser la clé, la deuxième à la matérialiser. Nous avons pris la clé qui pesait 10 grammes. Au moment de la dématérialisation, j'étais à une distance de 10 mètres. La dématérialisation a été accomplie en 20 minutes. Après l'enregistrement de ce processus, je me suis mis à matérialiser la clé à une distance de 3 mètres d'elle. La matérialisation a duré 5 minutes. Cette expérimentation est très importante. Il ne s'agit pas de clé ou d'un autre objet concret. Cette expérimentation est capitale pour avoir une vision exacte du monde afin de comprendre son image fondamentale. Fin de la lecture, page 178. L'expérimentation a montré que la matérialisation de la clé prend environ 4 fois moins de temps que sa dématérialisation. Il en découle que le processus de la résurrection peut être 4 fois moins long que le processus du passage de la mort clinique à la mort biologique. Pourtant, il faut aussi comprendre que je parle du point de vue des niveaux de conscience plus élevés et les plus proches en comparaison à la conscience ordinaire. Quand on passe à des niveaux de développement spirituel très élevés, on peut certainement réaliser la résurrection immédiatement. 2 autres expérimentations sont citées dans le témoignage de Nadeska Lavrouchkina, annexe D. Lavrouchkina, voilà, j'avais mal lu. Cette fois, on a commencé par une dématérialisation partielle de la clé. Ensuite, on l'a reconstituée. La clé pesait 10 grammes et elle était là à une distance de 50 cm de moi. Il n'y a pas eu de contact physique avec la clé. L'expérimentation a duré 5 minutes. Pendant l'expérimentation, 4 photos ont été prises. Sur la première, on voit la clé objet d'expérimentation. Sur la deuxième, le résultat obtenu. On voit que la tige qui lie l'anneau et le panneton de la clé ne se voient plus. La dématérialisation partielle, la dématérialisation de certaines parties de l'objet. Par conséquent, sur la deuxième photo, la tige est absente. Elle est dématérialisée. Une partie de la clé est toujours présente, mais l'autre n'est pas là. La question se pose, où se trouve l'information sur toute la clé, sur sa forme? Elle est partout, dans les parties restantes de la clé, dans l'intervalle entre elles, à côté de l'ancienne forme, alors qu'elle était entière. Sur la 4e photo, on voit le résultat du premier pas vers la dématérialisation totale de la clé. La clé disparaît, mais l'information sur elle reste toujours. En quelque sorte, elle s'est dissipée, mais elle existe toujours. Elle conserve l'image de l'objet et on peut toujours reconstituer cet objet. Ce qui a été dit à propos de la clé peut être comparé à la dématérialisation du corps physique de l'homme.
Le corps peut se dématérialiser et disparaître, mais l'information sur ce corps est toujours conservée dans l'âme de l'homme. C'est pourquoi à tout moment, le corps physique peut être complètement reconstitué. La même chose concerne n'importe quel objet. Aucun objet n'est mort. Il n'existe pas d'objet à propos duquel on pourrait dire qu'il n'a pas d'élément de conscience, car tous les corps sont créés sur la base de la conscience collective. C'est pourquoi dans chaque objet, il y a des éléments de ta conscience, de la conscience. On peut se mettre en contact avec tout objet et négocier avec lui en quelque sorte. Par exemple, à propos de sa dématérialisation, comme si on le persuadait de l'accepter. Cependant, après la dématérialisation, l'objet ou plutôt la matière qui le constituait conserve l'information quant à sa forme précédente. L'essence de la matérialisation qui suit consiste à rappeler à la matière sa forme précédente et l'objet se matérialise. Page 179. Page 180, témoignage de Svetlana Salnikova, annexe D. Svetlana préparait un livre me concernant. En travaillant sur le livre, elle a découvert qu'il manquait un document relatif à ma rencontre avec le guérisseur thaïlandais Yuko Labo. Néanmoins, elle m'a remis le texte pour la révision. En prenant le texte dans mes mains, j'ai tout de suite compris que le document était absent. Alors, je l'ai matérialisé, il est apparu sur la table de Svetlana. Ce document matérialisé était de meilleure qualité que la copie. Les lettres étaient nettes, les caractères étaient de meilleure qualité et il y avait d'autres détails. Du point de vue de la reconstitution totale de la matière, cette pratique signifie qu'on peut reconstituer n'importe quel objet à sa meilleure forme. Les ressuscités qui sont partis à cause d'une maladie reviennent en bonne santé. Témoignage de Victor Babaïev et de Tassiana Babaïeva. Les époux Babaïev partaient avec moi en mission en Inde. Lors du passage des douanes à l'aéroport de Tashkent, on a découvert que le visa me permettant de quitter le pays n'apparaissait pas dans mon passeport. Les douaniers étaient très étonnés. Les époux Babaïev étaient encore plus étonnés en le voyant apparaître dans le passeport devant leurs yeux et on m'a confirmé que tous mes documents étaient en ordre. Je l'ai fait pour démontrer que c'est possible d'effacer d'un coup de tampon dans le document officiel de façon extrasensorielle. Pas seulement le coup de tampon, n'importe quel symbole et même un texte. J'attire l'attention sur l'aspect éthique en lien avec ces témoignages. On ne doit toucher aux intérêts de personne quand on lit ces témoignages. C'était le cas, notamment de la dématérialisation du visa dans mon passeport. Ces faits montrent que si le ressuscité le veut, les mentions concernant son départ peuvent disparaître. Tassiana Babaïeva témoigne d'un autre cas intéressant qui a eu lieu en Inde. Elle a perdu son billet d'avion. Elle l'a cherché, mais en vain. J'ai décidé de l'aider et je lui ai proposé de chercher dans son sac parce que je l'avais matérialisé dedans. Certes, Tassiana avait fouillé partout, y compris dans le sac. Mais suivant mon conseil, elle a regardé encore une fois et elle a découvert au fond du sac ce billet un peu froissé et abîmé par le jus de la pomme qui était à côté. J'ai matérialisé le billet de cette façon exprès, afin que Tatiana n'ait pas de stress en le trouvant. C'est ce qui s'est passé. Quand elle a vu le billet au fond du sac, froissé et abîmé par le jus, elle s'est calmée. Elle a finalement trouvé le billet et son apparence signifiait qu'il avait été là. Ce n'est qu'un peu plus tard que Tatiana s'est rappelé avoir cherché le billet dans le sac et qu'elle a compris que le billet avait été matérialisé. Mais à ce moment-là, elle était déjà calme. Par conséquent, elle a compris ce qui s'était passé au bon moment.
En général, en réalisant une matérialisation, il faut toujours tenir compte du degré de la sensibilité de la personne. L'essentiel est que la découverte de ce nouveau phénomène ne cause pas de stress inutile. Dans la vie, on peut réaliser la matérialisation quand c'est vraiment nécessaire, comme dans l'exemple du billet d'avion. De la même façon, on peut restaurer les passeports des ressuscités si on ne peut pas demander à les faire de nouveau. Un autre cas de perte d'un billet d'avion et de sa téléportation est cité dans le témoignage d'Elena Balakireva. Elena, qui vivait à Tachkent, a perdu son billet d'avion annuel quand elle rentrait chez elle à Moscou. Elle m'a demandé de l'aide. J'ai vu l'endroit où se trouvait le billet et qu'il était mécaniquement abîmé. Premièrement, je l'ai restauré, c'est-à-dire que j'ai réalisé une matérialisation partielle, et puis je l'ai téléporté jusqu'à Elena. Finalement, elle a trouvé le billet là où elle ne l'avait pas trouvé auparavant. On peut agir de la même façon au cours de la résurrection. Si le tissu n'est pas encore complètement décomposé, il ne faut pas le créer de nouveau, mais tout simplement achever sa reconstruction pour avoir un organisme reconstitué. Ainsi, il s'agit de la matérialisation partielle quand on ressuscite quelqu'un. Les deux cas suivants confirment la dématérialisation d'un article. Page 181, fin de la lecture.